Si vous avez un miroir devant vous, je vous invite gentiment à faire le vœu de ne jamais prononcer 5 fois le nom de Candyman. Bon, je l'ai dit une fois, certes, mais au moins le message est passé. Salut à tous, c'est Vince alias AmirGame et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau film d'horreur américain. Je parle bien sûr de Candyman, la version de 2021. C'est réalisé et coécrit par Nia DaCosta, qui je rappelle est encore une débutante dans le game du long métrage, mais qui a quand même été choisie pour réaliser Captain Marvel 2. Mais c'est surtout écrit et produit par Jordan Peele, qui je le rappelle avait travaillé sur Get Out, mais également Lovecraft Country. On se demande bien quel sera le message du film. En tout cas, nous parlons du 4e de la franchise Candyman, qui à l'origine était inspiré de la nouvelle The Forbidden de Clive Barker. Cette fois-ci, ce nouveau long métrage se met en avant comme une sorte de suite reboot de la version de 92 qui, entre nous, a un peu vieilli. Dans le sens où ce dernier était un bon divertissement horrifique pour l'époque, mais qui n'avait pas inventé grand-chose pour autant, en prenant en compte de plus qu'il était sorti après l'échelle de Jacob, qui lui avait tout fait sur l'horreur psychologique. C'est un peu la mode de faire des espèces de suites reboot avec des titres qui ne changent pas, et d'ailleurs, Halloween en a payé le prix, on en reparlera bientôt à l'occasion du prochain opus. Et c'est une mode qui m'énerve un peu car on est obligé de coller la date de sortie à côté du titre. Et ce, à chaque fois qu'on en parle, et ça fait super moche. Voilà, maintenant je suis obligé de dire Candyman 2021. Quoi qu'il en soit, le film arrive en France avec un bon mois de retard. Et ce, après 3 reports dus à la pandémie. Mais malgré ça, le film a déjà rentabilisé son budget d'origine de 25 millions de dollars pour une recette de plus de 70 millions, avant même d'arriver en France. Donc, nous allons voir de suite si ce petit succès en valait la peine. Nous sommes à Cabrini Green, une cité dégradée de Chicago connue pour avoir été hantée dans le passé par un croque-mitaine, le Candyman. Pour l'invoquer, il suffit simplement de prononcer son nom 5 fois devant le miroir. Le film se focalise sur l'artiste peintre Anthony McCoy et sa petite amie Cartwright. Ils vivent tous les deux dans le luxe tandis que la cité a été rénovée pour des privilégiés. Tout va bien jusqu'au jour où le héros rencontre un homme mystérieux qui lui conte la légende du Candyman. Il va donc se servir de cette histoire afin de s'inspirer pour peindre ses tableaux. Et là, c'est le drame. Les vieilles légendes vont doucement se réveiller et croyez-moi, ça ne fera pas bon ménage. Alors pour précision, le film devait à l'origine être un genre de préquel, pour finalement devenir ceci, une suite reboot, même si pour moi c'est complètement une suite. Enfin en tout cas c'est une suite directe du premier film, et sans forcément prendre en compte les suites originales, encore une fois comme Halloween. Pour ma part, je n'avais pas un très bon a priori en commençant ce film, mais pour être franc, je dois reconnaître que j'ai été surpris sur pas mal de points. Ce n'est clairement pas un film d'horreur comme un autre. C'est beaucoup plus mature sans avoir besoin de nous flanquer 150 jumpscares, comme le premier film j'ai envie de dire. De plus, la narration est bien mieux traitée, car le doute sur la personnalité du croque-mitaine sont bien plus subtils que dans l'original. Pendant un très long moment, on ne sait pas si on est sur du thriller psychologique ou du fantastique. Et rien que pour ça, ça vaut vraiment le coup d'œil. De plus, visuellement, le film est quand même assez qualitatif. Les cadrages sont maîtrisés, l'image est propre, les travelling sont pertinents, avec des effets d'inversion très intéressants qui rendent certains plans vraiment perturbants. Avec ça, on a aussi des flashbacks en ombre chinoise tellement classe. L'étalonnage referme bien l'image sur les éléments importants, et les apparitions de Candyman apportent vraiment leur touche dans la mise en scène, mêlant les silhouettes aux formes invisibles, qui font bien sûr écho à l'identité visuelle présentée lors des flashbacks, ou encore les jeux miroirs en rapport avec la malédiction, d'où les effets d'inversion lors du générique. Et avec ça, on a des scènes de meurtre d'un esthétisme incomparable, on dirait presque une œuvre d'art qui finalement coïncide complètement avec le talent artistique du protagoniste. Évidemment, il y a le petit plaisir de retrouver Tony Todd dans son rôle d'origine Candyman. Ça fout sacrément le frisson, surtout que le ton paraît déjà plus réaliste. D'ailleurs, ça c'est le vrai avantage de la fameuse suite reboot, c'est pouvoir faire une sorte de remake sans désacraliser l'original et en plus en reprenant de vieux acteurs. Et ce son, cette synthé old school mélangée avec des FX contemporains, franchement c'est du caviar pour les oreilles. Avec ça, on a des basses qui font bien vibrer les intestins et tout le reste du sound design est travaillé sur chaque plan. On est comme enfermé avec les personnages. Donc beaucoup
beaucoup de qualité, malheureusement brouillé par un petit quelque chose que je pense aborder de ce pas dans une partie spoilers. Partie spoilers, partie qui pour moi je pense risque de faire un petit peu polémique, et c'est la raison pour laquelle j'ai préféré parler de ça à la fin, car seuls les vrais restent. Et surtout, mon discours ne va probablement pas plaire à tout le monde. Je pense que ça ne vous a pas échappé, mais le film est très communautaire. Exactement comme la version de 92. Et c'est une bonne chose, car ce dernier véhiculait un message de paix, très rassembleur, avec une fin qui apaise les esprits malgré tout ce qui s'est passé dans le film. Sauf que, sans surprise, je rappelle que nous sommes sur une production de Jordan Peele, qui, j'ai l'impression, sur chaque film se radicalise de plus en plus, puisque cette nouvelle version va passer à l'étape supérieure en remettant, comme d'hab, la faute sur les blancs. Si les noirs souffrent, c'est parce que les blancs, machin. Bon, vous connaissez la chanson. Et en toute franchise, j'aimerais me foutre de ce genre de propos. J'aimerais passer outre cette chose qui est ouvertement dit dans le film au cas où on n'aurait pas compris. And about how white supremacy, White people. yeah, how it creates these spaces of rampant neglect for communities of color, in particular black communities. Yeah, like where you're from. Mais je n'y arrive pas. C'est dingue, hein. Et ça me gâche un peu le plaisir. Voilà. C'est comme si vous sortez avec quelqu'un qui vous dit « T'es moche ». Mais je t'aime bien, hein. Par contre, t'es moche. Mais genre vraiment moche. Et certains me diront que ce sont juste des préjugés qui, de plus, ne sont cités que par l'antagoniste, et je peux le comprendre. Après tout, chacun a son interprétation, d'autant que les principales victimes du film sont des blancs. Évidemment, des blancs incarnés par des personnages peu recommandables, comme par hasard. Et même si j'entends ces préjugés, et je comprends parfaitement ce que ça raconte, hein, je ne suis pas là pour nier les faits. Les violences policières, les oppressions sur les communautés sont bien présentes et doivent être punies par la loi. Cela n'empêche que le message de fond de Candyman 2021 est très loin de véhiculer un message de paix. En effet, la fin nous laisse sur une morale extrêmement douteuse sur le communautarisme, aussi douteuse que Lovecraft Country. Et peut-être même pire, car la fin du film prend très clairement parti du croque-mitaine sanguinaire, avec la protagoniste qui à la fin fait délibérément le choix du sang, alors que rien ne lui obligeait. Bref, une morale qui ne va pas du tout dans le sens de l'unité, et qui va même aller à faire un appel à la haine féroce. Vous allez penser que j'en fais trop, et c'est pourquoi j'insiste pour dire que ce n'est que mon avis, voilà, ce n'est pas grave, il n'y a rien qui changera, le film est déjà là. Le film est déjà en état de supériorité. Donc ma parole n'a aucun poids, mais j'insiste pour poser mon avis sur ça. Je trouve très sincèrement ce genre de morale dangereuse, car elle n'est là que pour attiser la haine, et ce qui me fait le plus peur dans ce film, ce n'est pas le croque-mitaine sanguinaire, au contraire, je l'ai même trouvé stylé. C'est plutôt le message qu'il projette. Je trouve ça donc dommage d'avoir autant de préjugés dans ce film qui est pour moi clairement le meilleur film d'horreur que j'ai vu cette année, et c'est pourquoi je recommande quand même ce film. C'est un bon divertissement, seulement regardez-le avec beaucoup de recul. Évidemment, les commentaires sont là pour débattre de ce sujet, dans le calme bien sûr, avec des arguments posés, il n'y a pas de souci. Je suis à l'écoute de tout le monde. Car encore une fois, ce n'est que mon avis, et peut-être que ce n'est que moi qui a tendance à exagérer. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez, et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao, et à la prochaine.